Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors aujourd'hui, pour faire suite à la vidéo où je vous présente le contenu de l'extension Les Jungles de Deltrac pour le jeu HeroQuest, eh bien je vais développer avec vous plus en détail donc le contenu du livret de quête. Alors pour commencer, bon, je vous ai présenté également les cartes dans une autre des vidéos sur cette extension. Je vais revenir brièvement sur la boutique de l'alchimie. Les cartes qui vous ont été données donc avec l'extension, elles sont pas là par hasard. Vous en aurez vraiment grandement besoin. Bon, la potion de guérison, c'est un grand classique, ça, vous n'en manquerez pas. Potion de sagesse ancestrale, donc qui vous permet de retrouver une capacité ou un sort de votre choix. Donc une seule potion par quête. Alors si vous en avez rencontré plusieurs, mais je ne suis pas sûr que vous avez la possibilité d'en rencontrer plusieurs. Après avoir regardé un peu plus attentivement le livret de quête, cette potion de la sagesse ancestrale, vous la rencontrez assez tôt dans les quêtes. Par contre, vous n'allez pas en rencontrer beaucoup. J'en ai compté que 3, en sachant que vous avez des destinées qui sont différentes au fur de votre aventure. Donc, gardez-la précieusement, ou alors, surtout que lorsque vous êtes entre deux quêtes, que vous allez donc à la boutique de l'alchimie ou que vous allez donc vous équiper avec de nouvelles pièces d'équipement, pensez à bien choisir vos potions, si vous en avez la possibilité, bien sûr. Élixir d'agilité arachnéenne. Donc cette potion vous permet de vous déplacer librement sur les cases qui contiennent une oubliette, un terrain difficile à mobilier ou un monstre. Ça va être, je pense, particulièrement utile pour les terrains difficiles parce que les quêtes en sont très très pourvues. Il faut vous rappeler que vous êtes dans une jungle, donc la plupart du temps, vous allez avoir beaucoup de mal à vous déplacer. Bon, celle-ci, pareil, vous la rencontrez assez régulièrement. À chaque fois que vous avez un gros terrain difficile, vous devriez avoir pas loin une élixir d'agilité arachnéenne. Bon, potion de sang de serpent, ça c'est pour vous éviter une paralysie qui va être causée par les créatures venimeuses. Je rappelle que rejetons, donc ces petites bêtes-là, ont comme trait particulier venimeux. Alors ce ne sont pas les seules créatures qui ont ça, mais par contre les rejetons, vous allez vous en souvenir durant cette quête parce que vous en avez beaucoup. Ça, je vais vous le rappeler assez souvent. Donc cette potion va être plutôt intéressante, ça vous évitera bon de vous retrouver un peu coincé à cause ou de pièges ou de ces fameux rejetons. Et la potion de guérison, bon ça par contre, vous allez en avoir quelques-unes et vous pourrez en user et en abuser. Petit rappel concernant les règles d'alchimie, je vous l'ai déjà expliqué lorsque j'ai développé le contenu de la boîte. Les règles de l'alchimie se retrouvent dans l'extension La Lune de la Terreur. Il me semble que c'est la première fois qu'on les voit apparaître. Je n'ai pas revu ces règles expliquées ailleurs. C'était ici à la page 9. Donc vous avez donc ici créer des potions, potions aléatoires. Donc il vous faut un réactif pour créer une potion, un établi d'alchimiste, ou alors vous faut être entre deux quêtes. Seul l'enchanteur peut réaliser des potions, ou alors si vous possédez le kit de réactifs, à ce moment-là, vous pouvez donc réaliser des potions. Alors, quand vous avez une potion aléatoire, Jargon mélange le deck de cartes alchimie et vous en piochez une. Sinon, le reste du temps, la potion va être indiquée. Alors, j'ai refait un petit peu le tour des différentes potions, enfin ingrédients que l'on peut découvrir. Donc, dans les cartes trésors, voilà. Donc moi j'ai avec toutes les extensions, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, six cartes trésors qui vous permettent d'avoir des réactifs. Alors plan ingrédients non identifiés, donc j'en ai voilà deux. On utilise ça comme réactif pour créer une potion aléatoire en piochant une carte alchimie.
Donc là, voilà, c'est les ingrédients non identifiés, c'est une potion aléatoire. Plante sacrée de pareil, alors là, c'est différent. C'est soit vous pouvez regagner un point d'esprit, ou alors vous l'utilisez comme réactif pour créer une potion de rétablissement ou une fiole d'eau bénite. Donc là, c'est particulier, vous n'avez pas trop le choix. C'est des potions, voilà. Fiole d'eau bénite, vous risquez d'en avoir besoin au cours de l'aventure, des jungles de Deltrac, vous le verrez pourquoi. Potion de rétablissement, c'est plutôt pas mal. Potion de rétablissement que vous voyez ici pour rappel, qui permet de regagner un point de vie et un point d'esprit. Comme autre réactif, vous avez donc la fleur mystérieuse, donc qui vous permet de regagner un point de vie perdu si vous la consommez de suite, ou alors si vous l'utilisez comme réactif, vous pouvez créer soit une potion de dextérité ou une potion de défense. Alors pour rappel, ces deux potions sont là. La potion de défense vous permet de lancer 2 dés supplémentaires la prochaine fois que vous lancez les dés pour vous défendre. Et la potion de dextérité donc vous permet de rajouter 5 cases à votre prochain lancer de déplacement ou alors de réussir automatiquement un saut par-dessus une oubliette. Bon, ça peut servir. Honnêtement, ce qui va vous intéresser, ça va être évidemment ces 4-là. Ils vont beaucoup vous servir durant les quêtes. Donc c'est quand même logique qu'on vous propose donc les potions qui sont les plus adaptées. Je ne reviens pas sur le contenu, ou alors si une figurine que je ne vous ai pas présentée, lorsque j'ai présenté le contenu de la boîte, parce que je l'ai fait assez rapidement, c'est l'occultiste gobelin. Alors, comme la plupart des extensions, comme les prophéties de Taylor ou les tourments de la d'Esprit, vous avez une figurine pour représenter un personnage. Ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas de carte monstre qui est associée au personnage. Donc, vous allez rencontrer euh, plusieurs personnages dans les quêtes qui vont être représentés par cette figurine. Vous avez deux ou trois occultistes gobelins dans l'aventure dont il faudra se méfier parce que, comme vous vous en doutez, ce sont des jeteurs de sorts, attaque à distance et ils possèdent beaucoup de sorts de la terreur. Donc, des personnages plutôt dangereux que vous allez rencontrer. Je reviens sur les éléments de décor. Donc le cercle de pierre, donc cette partie, cette base ici grise, qui va servir pour poser donc les amas de cristaux et le feu de camp. Alors le, quand vous n'avez que le bassin, alors c'est pratique parce que ça peut vous permettre, si un héros cherche des trésors dans un endroit avec un bassin, il peut choisir à la place de regagner un point de vie au lieu de piocher dans le deck trésor. Alors, il me manque une précision. On dit à la place. Est-ce que ça veut dire que derrière le héros peut rechercher un trésor? Je ne pense pas, bien sûr. Sinon, ça serait trop facile. Il suffit qu'il se baigne une fois dedans et puis après il recherche un trésor. Bon, c'est pas tellement logique. Euh, voilà. Donc ça peut être utile. Donc pour récupérer un point de vie lorsque vous avez le bassin. Euh, Alors, est-ce qu'on peut y revenir et y replonger au cours de l'aventure? Je ne pense pas non plus. On part du principe que c'était à la place de la recherche du trésor. Moi, je le vois comme ça, surtout que vous avez dans certaines quêtes des précisions concernant justement certains bassins. Donc, on vous dit clairement que vous ne pouvez pas, je veux dire, l'utiliser éternellement, quoi. Amas de cristaux, alors là, par contre, ça va être très dangereux. Euh, ils irradient l'énergie de la terreur. Si un monstre lance flux de terreur quand il est adjacent à un amas de cristaux, il ajoute 1 à son résultat de dés. L'amas de cristaux peut être attaqué, il a 6 points de vie, et elle ne peut pas se défendre. Donc 6 points de vie, bon, il faut aussi craindre pour le détruire. Quand il est détruit, retirez-le du plateau du jeu, l'amas de cristaux bloque le champ de vision. Alors là aussi, il me manque un élément. Est-ce qu'on retire uniquement l'amas de cristaux et on laisse un bassin, donc il deviendra intéressant pour les aventuriers? Moi, je le jouerais comme ça. Ou est-ce qu'on retire l'ensemble de la figurine? Voilà, ça c'est une bonne question. Par contre, je vais revenir sur le fait que si un monstre lance flux de la terreur quand il est adjacent, le sort flux de la terreur, je rappelle, c'est celui-là. On nous dit ce sort peut être lancé sur n'importe quel héros pour puis épuiser son énergie vitale. Lancer un des rouges pour chaque monstre adjacent au lanceur de sort. Pour lancer ce sort, ajouter un point au résultat. Donc, chaque monstre adjacent au lanceur de sort. Ça peut être n'importe quoi. Ce n'est pas forcément un autre lanceur de sort. Donc voilà, moi je le comprends comme ça.
Alors sur un ou 2 ou 3, le héros résiste au sort. 4, 5, le héros perd un point de vie. Total de 6 ou plus, le héros perd 2 points de vie. Mais alors, du coup, là où ça va être dangereux, et souvenez-vous-en, lorsque vous allez faire l'aventure, vous allez trouver un amas de cristal, enfin de cristaux, pardon. Voilà, mon exemple sera plus parlant avec une tuile. Alors c'est fictif, hein, je n'ai pas repris quelque chose qui existait dans les quêtes. Alors j'ai placé mes tisseurs de la corruption de cette manière. Alors bien sûr, ils ne sont pas tous adjacents les uns des autres. Si on part du principe que être en diagonale, ce n'est pas être adjacent, alors lui ne va pas apporter son soutien à lui. Là, par contre, oui. Par contre, dans le mouvement de mais par contre, là, ici, dans ce cas de figure-là, j'ai quand même 4 jeteurs de sorts qui sont au contact, donc euh, de l'amas de cristaux. Si, par exemple, celui-ci lance le sort sur mon enchanteur qui est placé ici, donc je lance un des 6. Bon, ben là, j'obtiens 5. Il rajoute un dû à l'amas de cristaux et un parce qu'il est à côté de l'occultiste. Ça me fait déjà un résultat de 5, 6, 7 au résultat des dés. Si j'avais obtenu un, je rajoutais donc 2, ça me faisait 3. Donc, par contre, à partir du moment où j'obtenais un résultat de 2 sur mon dé, j'obtenais déjà le résultat de le héros perd un point de vie. Donc, sur un total de 6 ou plus, le héros perd 2 points de vie. Donc, mon joueur Zargon, s'il est vicieux, il va faire un déplacement comme celui-là. Bon, là, avec un terrain difficile, admettons, ça va être compliqué pour les lignes de vue, mais par exemple, dans ce cas de figure-là, vous avez bien compris que celui-ci devient très dangereux puisqu'il est au contact de lui et de lui et de lui et de l'amas de cristaux. Donc, ça va me faire plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc, je commence avec un résultat qui va aller de 5 à je ne sais pas combien. Donc 5, il va perdre un point de vie, mais dans tous les cas, il a des chances de perdre des points de vie. Enfin, si je tire ici sur l'elfe, si on prend en compte les lignes de vue. Donc vous comprenez que quand vous allez rencontrer ces créatures-là, ces monstres, autour de cet objet-là, donc l'amas de cristaux, ça risque d'être un peu compliqué, un peu dangereux pour vous. Je vous rassure, dans le livre des quêtes, ce cas de figure ne va pas se présenter plusieurs fois, mais quand vous verrez plusieurs de ces personnages-là, en général, ils sont rarement tout seuls. Euh, Méfiez-vous, ils peuvent être assez dangereux. Lorsque vous avez donc le feu de camp, donc représenté par ce dessin, et donc lorsque vous avez ça sur le plateau de jeu, alors ni plus, c'est pas très très, faut pas en avoir peur, c'est juste plutôt une case qui va vous embêter. Les créatures peuvent traverser le feu de camp, mais ne peuvent pas finir leur tour sur la même case. Toute créature se déplaçant à travers le feu de camp doit lancer un dé de combat. Si elle obtient un crâne, elle subit un point de vie de dégâts. Voilà. Le feu de camp ne bloque pas le champ de vision. On ne peut pas l'enlever, le détruire, et voilà. Ça vous gêne dans votre déplacement. Si vous passez, vous avez une chance de perdre un point de vie. Pour ce qui est de la statue, bon, là, voilà, c'est souvent, vous aurez les règles qui vous seront expliquées en rapport avec la statue. Non, rien de spécifique, enfin, rien de dangereux à la base. Les éléments carton, bon, on va s'intéresser aux tuiles de terrain difficiles. On nous dit qu'il existe 3 types de terrain difficiles, sable, toile et jungle. Donc traverser chaque case de terrain difficile coûte aux héros, aux créatures, voilà, 2 points de déplacement. Alors c'est une des rares fois, puisqu'on vous dit qu'on précise entre parenthèses inclure les monstres, quand on vous parle des créatures, on pense bien sûr au Vélociraptor qui peut être votre allié, ou alors au petit chat là, qui ressemble à un moitié lynx, moitié dent de sabre. Donc ça vous coûte 2 points de déplacement. Donc à prendre en compte. Alors ces tuiles, vous les avez bon ici, il n'y en a pas non plus des tonnes. Vous avez l'étoile 1, 2, 3, 4, enfin 4, 5, 6, 7, 8, 8 tuiles de toile. On considère que ça c'est du terrain difficile aussi, je pense, puisqu'on est toujours dans le même paquet. On n'a que 2 tuiles de sable. Alors est-ce que dans l'envers, bon, j'ai quelques tuiles supplémentaires de sable. Voilà, ça c'est autre chose. Et après, voilà, vous avez des tuiles de jungle, voilà, qui sont plus ou moins épaisses. Donc, ces terrains difficiles, par contre, vous allez en rencontrer beaucoup dans votre quête. Donc, ça va être très, très embêtant. Et c'est là que vous allez trouver donc l'élixir d'agilité arachnéenne plutôt intéressante.
Ici, on arrive aux tuiles de cocon, aux tuiles de piège à liane agrippante et tuiles de venin qui vont, alors celle-ci va très souvent accompagner les tuiles de rejetons. Les tuiles de cocon, bon, vous allez en rencontrer aussi quelques-unes. La plupart du temps, je vous cache pas que derrière, vous allez avoir un personnage que vous allez avoir en horreur, à savoir celle-ci, donc l'araignée infectée. J'aime beaucoup la dénomination de infectée. Comme ça, on est sûr que vous avez bien compris que c'est dangereux et venimeux. Donc surtout que ça, en général, voilà, vous avez ça et derrière vous avez ça, parce que maman va pondre des petits bébés qui vont venir vous enquiquiner. Alors ces cocons ne reforment pas toujours des pièges mortels. On vous dit, bon, concentration de toile d'araignée pouvant contenir des trésors, donc ça va être spécifié à chaque fois, ou de redoutables surprises. Là, on joue un petit peu avec le terme et avec vous, en vous en faisant croire que vous allez rencontrer des choses qui vont être agréables. Non, la plupart du temps, si vous n'avez pas un trésor, eh ben, ça va être un petit rejeton, quoi. Donc voilà. Un héros adjacent et cocon peut utiliser une action pour le détruire et retirer l'obstacle du plateau. Les cocons bloquent le champ de vision et ne peuvent pas être traversés. Voilà. Donc ça coûte une action pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du cocon. Les tuiles de piège à liane agrippante. Donc il s'agit bien d'un piège. Si ce piège est trouvé en cherchant, Zargon signale que la case semble suspecte et indique l'endroit où est localisé le piège, mais sans la marquer d'une tuile ou d'un autre élément de jeu. Quand un piège à liane agrippante est découvert, un héros peut essayer de sauter par-dessus ou de le désamorcer. Alors à quel moment on va poser cette tuile? Ben, tout simplement quand le héros va poser le pied sur le piège et qui va déclencher le piège. Donc il lance un dé de combat. S'il obtient un bouclier blanc ou noir, il réussit à esquiver les lianes et peut continuer son déplacement. S'il obtient un crâne, il subit un point de vie de dégâts et il est immobilisé par les lianes. Son tour se termine immédiatement. Il ne peut pas se déplacer de la case à moins que lui ou un autre héros adjacent utilise une action pour détruire les lianes. Le héros est alors libre et le piège est retiré du plateau. Donc il faudra préciser, parce qu'on nous donne aucune indication sur les points de vie. Je pense que le héros va juste mettre un coup de poignard, un coup de couteau, un coup de savate pour arracher les lianes, pour pouvoir se libérer, mais ça va lui coûter une action. Les tuiles de venin. Alors je trouve dommage qu'ils aient placé ça ici et pas après les rejetons. Bon bref. Placez ces tuiles sur la carte de personnage d'un héros qui ne réussit pas à résister au venin d'un monstre venimeux. Voilà, donc c'est associé au monstre venimeux. Donc quand le héros va être infecté par le venin, on place cette tuile en dessous du personnage, pour indiquer qu'il est empoisonné. On arrive aux tuiles de rejetons, ça je m'étais attardé dessus, alors je vais en parler parce que dans la quête, enfin, dans le livret de quête, on en rencontre énormément de ces tuiles de rejetons. Et je reviens dessus parce que je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu de figurine pour représenter ces tuiles. Ces tuiles, vous les avez ici, vous avez donc quatre mille pattes, enfin je sais plus comment on appelle ça, donc pareil, quatre araignées, quatre serpents. Euh, on avait la place dans la boîte de jeu de faire des figurines au lieu de faire ces tokens. Regardez ici, là, tout cet emplacement, il sert bon à mettre les tokens, mais les tokens, vous pouvez les mettre ailleurs. Là, on aurait pu mettre toutes nos figurines ici, là, les représenter par des vraies figurines au lieu d'avoir ces tokens. Comme je vous le dis, c'est dommage parce que dans pratiquement toutes les quêtes, vous allez en rencontrer de ces bestioles, sans compter que maman araignée et d'autres créatures comme le maman serpent va pouvoir en engendrer. Donc il aurait été plutôt sympathique d'avoir des figurines plutôt que ces pions. Ça, c'est vraiment un gros dommage. Encore pour les étrangers, je comprends parce qu'on les rencontre qu'une ou deux fois, mais là, non. D'ailleurs, j'y viens aux tuiles étrangers. Donc vous les avez ici, trois personnages que vous allez rencontrer au cours de la quête, enfin, au cours des quêtes, pardon, qui vont vous être utiles, vous apporter des éléments, enfin, qui vont vous faire avancer dans les aventures. On vous rappelle bien sûr ici que les règles, certains monstres ont des capacités spéciales que vous retrouvez à la fin du livret. Pour ce qui est des quêtes, bon, ici, on a joué les quêtes, comment c'est terminé les quêtes, on vous rappelle, voilà, si vous avez une flèche devant une porte, c'est là que vous commencez, ça c'est la sortie. Des fois, ça va être l'escalier.
Ici, choisissez votre destination. Bon, on vous explique que vous allez avoir des choix à faire qui vont modifier votre destinée au cours de l'aventure. Là, un petit rappel concernant les monstres qui occupent deux cases. Par contre, un point important, c'est qu'on vous dit que ces monstres qui occupent deux cases peut attaquer toute créature se trouvant sur les 10 cases qui l'entourent. Il peut également utiliser des capacités comme engeance sur les 10 cases qui l'entourent. Voilà. Si je place ça comme ça vous parle? Donc, j'ai ma grosse créature qui occupe 10 cases ici, donc ma maman serpent. Donc, tout ce qu'il y a autour peut être attaqué. Elle peut générer donc des engences tout autour. Donc là, je me suis amusé à mettre des petits serpents. Ce qui veut dire que mon personnage, mon, mon monstre ici, peut attaquer n'importe quel des héros, même ceux qui sont en diagonale. On l'a bien compris, parce que c'est une nouveauté. Je veux dire, d'habitude, d'ordinaire, il faut des capacités spéciales pour attaquer en diagonale. Là, attendez-vous à ce que ce soit le cas dès que vous vous trouvez dans cette configuration-là. Donc, que ce soit le serpent géant, l'araignée affectée ou le singe géant. Ici, on revient sur les sorts de la terreur. Quand on vous dit chaque monstre peut lancer chaque sort qu'il connaît une fois par quête, peu importe si un autre monstre a déjà lancé ce sort, clairement, on vous fait référence aux petits sorts de corruption. Donc, ils vont être à la queue leu là, à lancer le même sort à tour de rôle. Mais ils ne pourront le faire qu'une seule fois par quête. C'est quand même un avantage. Par contre, dans certains cas, on nous dit que les sorts de cette liste sont toujours disponibles euh, il y a des sorts qui sont utilisables à volonté, et certains cas, dans ce cas-là, pardon, eh bien, ces sorts peuvent être toujours disponibles. Bon, je pense, je n'ai pas vérifié, mais je pense que l'occultiste gobelin va en faire partie, il va s'amuser un petit peu. Carte trésor supplémentaire. Donc, c'est les cartes que vous avez eues avec. On vous dit de les rajouter au jeu au système de jeu HeroQuest. Voilà, pour avoir plus de cartes trésors. Bon, ça, je pense que c'était pas nécessaire de le préciser. Vos joueurs vous le rappelleront rapidement. Monstres sans point d'esprit, ça aussi c'est un petit rappel. Voilà, les sorts qui affectent les points d'esprit, comme sommeil, ne peuvent pas être utilisés contre les monstres sans point d'esprit, comme les rejetons. Donc, on vous précise jusqu'à présent, c'était les momies, les squelettes et les zombies qui étaient concernés. Là, les rejetons sont concernés aussi, puisqu'ils ont 0 point d'esprit. Il y a aussi les spectres qui ont 0 point d'esprit. Les spectres, vous ne rencontrez pour l'instant que dans l'extension. Oh, bah tiens, comme par hasard, encore la lune de la terreur. Décidément, cette quête est beaucoup pleine de surprises aussi. Déplacement sans être menacé. Ça, c'est une nouveauté que je trouve plutôt sympathique. Donc, si aucun monstre n'est actif sur le plateau, les héros peuvent se déplacer librement. Au lieu de lancer leur dé de déplacement, ils peuvent considérer chaque dé rouge comme s'ils avaient obtenu un 4. Donc, après, on nous donne un exemple. Si le lancer de déplacement d'un héros est 2 dés, il peut choisir de se déplacer de 8 cases à la place de lancer les dés. Si le lancer de déplacement d'un héros est réduit à 1 dé, il peut choisir de se déplacer de 4 cases à la place de lancer les dés. Moi, j'ajouterais à ça que, puisqu'on nous dit ici, au lieu de lancer leur dé de déplacement, ils peuvent considérer chaque dé rouge comme s'ils avaient obtenu un 4. J'aurais presque envie de dire, lancer les dés, et si vous êtes en dessous de 8, eh bien, vous vous déplacez de 8 cases. Bon, à voir, ça, ce serait mon point de vue personnel, mais c'est déjà plutôt pas mal. Un déplacement de 8 sur le plateau, lorsque vous avez personne, bah, ça évite d'avoir un barbare qui se déplace de 3. Moi, ça m'arrive régulièrement. Lui ou le nain, c'est des champions en la matière. Donc ça, c'est une règle que j'aime beaucoup. Échange d'objets, c'est un rappel. On vous explique qu'un héros peut donner une potion, un artefact, une arme ou tout autre objet ou équipement à un autre héros s'il lui est adjacent et si aucun des deux n'est adjacent à un monstre. Les joueurs peuvent également échanger des objets librement entre les quêtes. Bon. Entre les quêtes, c'est pas un problème. Dans une pièce, il peut y avoir un monstre. Pour qu'il y ait échange, par contre, il ne faut pas que ce monstre soit adjacent à un des deux personnages. Voilà, comme ça c'est plus clair. Ennemi multiphase, je vous en ai parlé. On l'a vu dans la Horde des Ogres. Quand vous amenez un ennemi, en général c'est plutôt un espèce de boss, à 0 point de vie, ce personnage-là n'est pas éliminé. Il va avoir de nouvelles caractéristiques, donc ils vous seront précisées par le joueur Zargon, et il vous faudra encore l'affronter jusqu'à ce qu'il soit définitivement éliminé. La page suivante nous explique donc le cas où le héros meurt. Mort d'un héros, choisissez votre difficulté. Donc je l'ai déjà expliqué assez en détail lors de la présentation de la boîte, je ne vais pas revenir dessus.
À savoir que votre héros n'est pas forcément mort, suivant si vous avez choisi mode standard, héroïque ou saga. Petite précision et nouveauté, bon là c'est les tokens que qui vont vous permettre de représenter votre héros qui est mort. Moi d'habitude je couchais le personnage, bon ça ça permet si vraiment votre personnage est mort, aux autres héros s'ils veulent récupérer l'équipement de savoir où était la figurine. Euh, J'y vois un intérêt parce que moi personnellement, de manière à ne pas laisser un joueur en plan pendant 1 heure de jeu s'il est mort dès le début de la partie, je lui autorise de reprendre un nouvel héros qui commence à zéro, hein, et qui repart de la case de départ, supposant qu'ils viennent s'ajouter aux héros qui sont déjà présents dans la quête. C'est une option qui peut être faite, que moi je pratique et que je trouve plutôt sympathique. Bon. On nous dit que, en mode héroïque et saga seulement, si un héros lanceur de sort meurt, il peut immédiatement se soigner en lançant un sort de guérison, même s'il a déjà utilisé une action pendant son tour. C'est une précision. Avant, on se posait la question de savoir si mon enchanteur a déjà fait son tour et là il vient d'être tué, est-ce qu'il ne peut pas lancer de sort? Eh bien si, il peut relancer le sort de guérison, même s'il a déjà joué dans son tour. Par contre, s'il a déjà utilisé le sort de guérison, vous êtes d'accord que ce sort est défaussé, il ne pourra pas le relancer. Mais il a la possibilité de se soigner, même s'il a déjà joué. Les alliés animaux, je ne vais pas non plus revenir dessus. Donc, lorsque vous avez moins de 4 joueurs, un des joueurs pourra jouer un allié animal, ce sera le vélociraptor ou le gros chat, en sachant que au cours de la quête, vous pouvez rencontrer également ces animaux qui vont venir en plus s'ajouter à votre confrérie pour terminer la quête. Ça peut être sympathique. Ici, on vous explique donc une nouvelle règle optionnelle qui est l'ordre de jeu. Donc, vous pouvez choisir qui va jouer en premier. C'est utile pour la stratégie, notamment savoir jouer d'abord l'enchanteur pour lancer un sort et ensuite les autres arrivent et détruisent ce qui reste. C'est une idée. Et là, donc, on arrive, donc, le message de mentor, mais je vais m'arrêter plutôt sur cette page ici. On a donc guide des cartes de quête, donc les couleurs correspondent à quelque chose dans la map. Ici, le bleu, je crois que c'est la première fois que je le vois. Cette couleur indique les portes ouvertes. Donc en fait, directement, vous allez voir que sur la map, vous va placer des portes qui seront déjà ouvertes. La couleur violette, c'est les étrangers aux motivations inconnues. Donc là, on reste dans le doute. Orange, cette couleur indique les pièges cachés et les mystères que les héros peuvent détecter en cherchant. Ça, c'est des notes pour Zargon, hein. Cette couleur, ici, le vert un peu clair, cette couleur indique les pièges et autres dangers que les héros ne peuvent pas voir ni détecter en cherchant. Donc là, par contre, ceux-là, ils vont être rigolos. Et ici, donc, le vert foncé, cette couleur est utilisée pour les symboles de monstres. Voir le tableau des monstres, page 47, bon, c'est ce qu'on voit ici, là, tac, 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 tac. Voilà. Pour ce qui est des quêtes en elles-mêmes, eh bien, hop, 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 hop. J'en ai parlé déjà, je ne vais pas spoiler. Vous allez rencontrer, comme je vous l'ai dit, beaucoup de rejetons. Alors, ils n'ont qu'un point de vie, ils ne peuvent pas se défendre. Par contre, voilà, ils sont pénibles parce qu'ils sont venimeux et agiles. Et ils peuvent être engendrés un peu partout. Enfin, certaines créatures comme le serpent géant et l'araignée infectée vont pouvoir générer ces rejetons. Vous allez pouvoir en trouver dans des cocons. Ils vont être pénibles parce qu'ils peuvent vous empoisonner ou alors vous immobiliser. Et à chaque fois, ils vont pouvoir bouger pour venir s'agripper à vous et encore vous faire perdre des points. Plutôt pénible. Ça, vous en avez beaucoup dans l'aventure. L'occultiste gobelin donc va être la figurine qui va être utilisée pour représenter, si je me trompe pas, 3 personnages dans l'aventure qui vont être de puissants occultistes qui ne seront pas à négliger et qui vont représenter du fil à retordre. Donc attention, lorsque vous verrez ces petits êtres, ils risquent d'être assez dangereux. Beaucoup de terrains difficiles, je vous l'ai dit. N'hésitez pas à utiliser l'établi d'alchimie lorsque vous le trouvez, ou surtout entre les quêtes, lorsque vous avez donc des ingrédients, enfin des réactifs, et pour faire un maximum de potions pour vous aider au cours de l'aventure. Ça va vous être très utile au cours de l'aventure. Votre équipement aussi, donc tout ce qui vous permet de survoler des terrains difficiles, tout ce qui vous permet de vous soigner des venins ou des trucs comme ça,
Voilà, ça va être très pratique. Vous avez, comme vous le savez, comme je l'ai présenté déjà dans le contenu de la boîte, donc 3 destinées différentes. Je ne vais pas revenir dessus. Un petit récapitulatif ici, donc de nos monstres. Donc rejetons. Un coup c'est rejetons, un coup c'est engeance, hein. Au niveau des traductions, voilà, comme toujours, vous avez quelques petits loupés. Remarque à propos des monstres, donc je ne vais pas non plus revenir dessus. On peut juste faire un petit rappel sur les rejetons. Si un héros termine son tour avec une tuile de rejeton sur sa carte, il subit un point de vie de dégâts. Alors, on nous dit sur sa carte. Non, c'est pas ça en fait. C'est s'il y a une tuile de rejeton sous le héros. Voilà. Et il subit un point de vie de dégâts pour chaque tuile de rejeton sous sa figurine. Donc, il est impossible de se défendre contre ces dégâts. Ce sont de petites créatures, elles ne bloquent pas le champ du jeu. Donc, en fait, vous pouvez en avoir 4, 5 ou 6 sur vous, hein. C'est ça qui va être enquiquinant. Capacité spéciale, bon, ça, on l'a déjà vu. Et là, alors, détail sur les rejetons, puis là, on vous dit engeance. Bon. À la fin du tour de chaque héros, chaque monstre actif avec la capacité engeance peut faire l'une des actions spéciales suivantes. Oui, c'est la capacité. Créer un nouveau rejeton sur une case inoccupée adjacente au monstre. Interprétation, une case inoccupée. Après, ce rejeton pourra se déplacer. Voilà. Ou déplacer, donc ça c'est l'action que peut faire donc la créature qui est engeance, déplacer tous les rejetons actifs de ce type. Donc ils ont 3 en mouvement. Ils ne déplacent pas très vite, mais bon, en général, si vous êtes à proximité, vous avez un danger. Venimeux, donc le fameux token avec le crâne vert. Si un héros subit des dégâts d'une créature venimeuse, il est paralysé. Quand il est paralysé, il ne peut plus se déplacer, mais il peut effectuer des actions. Le héros peut mettre fin à cet effet immédiatement en lançant un dé rouge. Si le résultat est 5 ou 6, il résiste au venin, sinon placez un jeton de venin sous la figurine du héros, là on dit encore sur la carte du héros, l'effet se dissipe à la fin de son prochain tour. Oui, parce qu'on part du principe que, voilà, vous placez la tuile sur le personnage, mais en ce qui concerne les rejetons, vu que vous pouvez les déplacer, vous n'allez pas mettre le rejeton sur la carte. Moi, je suis désolé. Moi, je vais le mettre sous la figurine. Là, dans un cas comme celui-là, quand vous avez un personnage qui est sous l'action d'un venin, débarrassez-vous d'abord des rejetons, parce que sinon, ils vont continuer à vous empoisonner. On finit ici avec la référence des trésors et des artefacts qui vont être utilisés au cours de l'aventure. Donc en fait, bon, on vous précise pas, mais les 2 derniers, il s'agit de trésors. Vous n'avez pas que ça, bien sûr, on vous montre pas les cartes de trésors qui sont des pièges. Voilà, diadème de forge-braise, bracelet de la nature, bracelet garde-croc, crâne de saphir, ceinturon de force. Voilà les artefacts que vous allez rencontrer. Certains vont être particulièrement utiles pour accomplir les quêtes, alors que d'autres vont surtout être là pour vous aider dans le cadre de l'aventure. Et là, donc, je vous l'ai dit quand j'ai présenté le contenu, ça m'embête, parce qu'on vous dit, voilà, vous pouvez créer vos propres quêtes. On a des grosses illustrations qui, soi-disant, peuvent être photocopiées et reproduites. Ça me va pas du tout. Si je reprends, bon, l'extension La Lune de la Terreur, parce que je l'ai sous la main, jusqu'à présent, on avait ça. Donc, cette map qu'on pouvait donc photocopier, et ici, donc, les tuiles et les tokens que vous pouvez utiliser, qui sont à l'échelle de cette map. Moi, je suis désolé, mais ça, là, je peux pas le mettre ici, hein. J'ai un gros souci d'échelle. Ça me va pas. Il va falloir faire une map plus grande ou, enfin voilà. C'est pas cohérent. C'est dommage. Ça a loupé. Il fallait mieux s'abstenir de mettre ça que de vous dire que vous pouvez utiliser ça pour faire votre map alors que bon, vous n'avez même pas la carte vierge et elle sera même pas à l'échelle. Voilà pour ce qui est de cette présentation. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la tête de lézard qui apparaît en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas non plus à regarder les 2 autres vidéos que j'ai fait donc sur les jungles de Deltrac, celle qui vous montre le contenu de la boîte, donc un nouveau boîte ou un unboxing si vous préférez, et celle où je vous explique en détail donc les cartes, comment elles peuvent être jouées, et où je vous présente les nouveaux personnages comme le berserker et l'explorateur nain. En attendant, je vous dis ciao ciao et à bientôt.